Donc, nous poursuivons nos auditions cet après-midi et nous accueillons à présent Monsieur Michel Cadot. Donc, vous êtes le président de l'Agence nationale du sport, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, délégué interministériel aux grands événements sportifs, le DIJOP et le DIGES. Vous êtes accompagné de Monsieur Frédéric Sanor, qui est directeur général de l'ANS, de Monsieur Thierry Maudet, conseiller sport, du délégué interministériel, et de Madame Agathe Barbieux, directrice du développement des pratiques au sein de l'ANS. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes. L'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. À titre liminaire, pourriez-vous brièvement revenir sur les missions de l'ANS et leur articulation avec celles du ministère des Sports et des autres acteurs intervenant dans la gouvernance du sport? Pourriez-vous préciser le rôle joué par l'ANS en matière de lutte contre les défaillances dans le champ d'investigation de cette commission? De quels leviers dispose-t-elle et comment son action s'articule-t-elle avec les missions de la direction des sports? En particulier, l'agence tient-elle compte dans l'attribution de ses subventions de l'action des fédérations en faveur de l'éthique du sport? L'agence peut-elle décider de moduler l'octroi de ses crédits d'intervention pour tenir compte de la bonne volonté des fédérations à agir dans ce domaine? Plus généralement, quelle appréciation portez-vous sur les évolutions récentes destinées à remédier aux défaillances auxquelles la Commission s'intéresse et leur mise en œuvre? Avez-vous des recommandations à adresser à la Commission? Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, chacun votre tour, je le jure, après avoir activé vos micros. Je vous remercie. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Donc, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame et Messieurs les députés, je me présente devant vous effectivement dans ma triple qualité de DIJOP, de délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, et de délégué interministériel aux grands événements sportifs internationaux, dans lesquels j'ai été nommé depuis juillet 2020. J'ai également été nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport, un président et une présidence non exécutive en septembre 2020. J'ai été renouvelé dans ces fonctions à l'ANS il y a une quinzaine de jours, sur proposition de la ministre des Sports et des Jeux, à l'unanimité par l'Assemblée générale. Je vais brièvement vous exposer en quoi consiste le travail de la DIJOP que je dirige, qui est l'essentiel de ma tâche en vérité, dans ces 3 fonctions, brièvement également la DIGES et puis l'ANS, et à ce moment-là peut-être avec le directeur général pour répondre à vos questions. S'agissant de la DIJOP, c'est une petite structure. Elle a pendant longtemps
était limitée à moins d'une dizaine de personnes. Elle est aujourd'hui composée de 20 personnes, des conseillers de haut niveau dans les différents secteurs. C'est une structure qui est rattachée à la Première ministre. Je suis auprès de la Première ministre dans cette responsabilité interministérielle. C'est une structure éphémère qui disparaîtra après la livraison des Jeux. Il est prévu qu'elle termine sa mission en mars 2025 et qui a une quadruple mission très simple finalement, qui est celle de coordonner les acteurs pour garantir la réussite de la livraison des Jeux olympiques et paralympiques, qui est évidemment un défi considérable, très complexe, et particulièrement en Île-de-France, où se concentrent 85% des épreuves. Dans cette responsabilité, il s'agit d'abord de coordonner l'ensemble des ministères, des établissements publics, des actions de l'État pour garantir la bonne livraison en matière de sécurité, de conditions de transport, de bonne communication, de faire connaître le sens des Jeux, de respecter les principes qui ont été posés sur le plan environnemental, social, etc. Et bien entendu, les valeurs éthiques et les valeurs du sport sur lesquelles votre commission est mobilisée. Deuxièmement, il s'agit de veiller à la réalisation. Nous ne livrons pas, l'État ne livre pas, il organise, il garantit l'organisation. Il faut donc veiller à la livraison, à la bonne réalisation des équipements, puisqu'un certain nombre d'ouvrages sont construits, soit par des collectivités, maîtres d'ouvrage, soit par des promoteurs privés, et pour certains, et tout cela sous la supervision ou la maîtrise d'ouvrage directe d'un établissement public d'aménagement qui s'appelle la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, qui elle-même va disparaître à la fin des Jeux, dans un modèle tout à fait nouveau et assez rare, il faut bien le dire, dans l'administration française. Il aura rempli sa mission dans les délais, dans le budget qui lui a été assigné. Un tiers des fonds la moitié des fonds publics, les 2 tiers des fonds publics relèvent de l'État, et ça représente un tiers du total des financements, le reste étant assuré pour un tiers des fonds publics par les collectivités et le reste par les promoteurs privés. Veiller à cette réalisation, c'est un travail donc de suivi opérationnel d'un grand projet d'aménagement et de construction en relation avec les collectivités locales. Troisième mission, c'est évidemment la relation avec le COJO. C'est là où on rejoint les préoccupations qui sont celles de votre commission. Le COJO, qui est le comité d'organisation des Jeux, c'est une association 1901, donc un statut privé, financé à 97% par des fonds privés, ceux des sponsors internationaux ou nationaux, les droits télévision, la billetterie notamment, et avec une petite partie, 3 à 4% de financement public, essentiellement pour financer des fonctions de service public qui sont ceux des Jeux paralympiques. Dans ce contexte, évidemment, la DIJOP a une responsabilité sur la mise en œuvre de ces mesures par le comité d'organisation. Je vais y revenir un instant. Et par ailleurs, nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales. J'insiste sur le fait que dans ce domaine de la relation avec le COJO, celui-ci dépend du Comité international olympique, qui est une organisation de droit suisse basée à Lausanne et qui a ses propres règles. Et nous gérons tout cela dans le cadre d'un contrat international, d'une convention internationale que la France et la ville hôte, la ville de Paris, ont signé avec le CIO. Et la 4e et dernière mission, enfin, pour la DIJOP, c'est de participer à la valorisation des effets des Jeux, à l'héritage, et de leur donner toute leur force. Nous sommes donc dans une mission à ce titre, qui est ma responsabilité principale vu l'enjeu, et qui dirige à certains égards les orientations de la DIGES sur un certain nombre de grands événements, et qui enfin contribue aussi largement au jugement, selon que ce sera réussi ou pas, du rôle de l'ANS dans cette phase préparatoire, puisqu'elle avait été conçue particulièrement dans cette perspective, notamment pour la haute performance. Pour la relation avec le COJO, et je termine sur ce sujet de cette présentation d'IJOP, je rappelle simplement qu'au moment où le COJO a été constitué, avec les spécificités de sa relation avec le CIO que je viens brièvement d'esquisser, le gouvernement a tenu, dans une loi qui est une loi de 2018, très précisément du 26 mars, une loi olympique a fixé des principes de contrôle et de respect d'un certain nombre de dispositions donc législatives veillant à harmoniser avec nos pratiques et notre droit un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement du COJO. Premièrement, des mesures générales de déontologie et de transparence qui ont été posées non seulement pour les seuls responsables du COJO, c'est Tony Estanguet, vous le savez, qui en préside le conseil d'administration, mais pour tous les hauts responsables du monde sportif. Et donc dans une vision large,
touchant, bien entendu, les présidents des fédérations olympiques et paralympiques, mais aussi les présidents des CNO et CNOSF, les représentants légaux des organismes chargés des grands événements sportifs, etc. Donc cette première mesure a été posée à l'occasion des Jeux et elle constitue aujourd'hui un socle qui s'applique aux principaux responsables des grandes fédérations qui interviennent dans les Jeux olympiques ou dans les grands événements sportifs. Deuxième point, le gouvernement a tenu dans cette loi à mettre en place des mesures de transparence, de partage de l'information et de surveillance des règles d'éthique, avec la création d'un comité d'éthique présidé par Jean-Marc Sauvé, composé de très hautes personnalités de toute rectitude morale, un comité d'audit présidé par Jacques Lambert, le préfet Jacques Lambert, qui a beaucoup œuvré sur les Jeux dans des versions précédentes, et là aussi avec la direction du budget et tous les responsables, et puis un comité des rémunérations présidé par Jean-Paul Bailly. Il y a un contrôleur économique et financier, et il y a un grand nombre de personnalités. Il y a un député, un sénateur dans chacun de ces comités. C'était là aussi pour veiller au respect des valeurs d'éthique. Je termine rapidement pour ne pas être trop long. Enfin, aussi bien le COJO que la Solidéo, ce qui est normal pour la Solidéo, établissement public de l'État, un EPIC. En revanche, pour le COJO, association de droit privé, par dérogation, il a été exigé qu'il soit soumis au contrôle de la Cour des comptes et qu'il soit soumis au contrôle de l'Agence française anticorruption. Là aussi, dans un souci de contrôle complet des bonnes pratiques de cet outil intervenant dans le domaine du sport. Enfin, on a également inscrit par la loi, de manière dérogatoire et non nécessaire en fait, mais là encore dans une volonté de précaution sur une gouvernance d'une relation saine avec le monde du sport, l'exigence d'avoir le respect des règles de la commande publique. Donc les marchés du COJO, s'agissant d'un organisme privé, devraient être des marchés privés. Ils rentrent dans le cadre de la commande publique, sauf exception prévue dans le droit européen. Enfin, il y a une forte représentation, vous le savez, dans tous les conseils des collectivités locales. La maire de Paris elle-même présidant la Solidéo. J'arrive au bout. Pour la Solidéo, il y a exactement les mêmes organismes, mais là, on est dans un schéma très normé, qui est celui d'un établissement public d'aménagement. Mais il y a aussi, comme pour le COJO, une vigilance avec une plateforme de signalement qui est à disposition des collaborateurs sur tous les risques de violence ou de comportements inadaptés. Il y a une équipe conformité au sein du COJO. Il y a des mécanismes d'alerte qui ont été prévus, aussi bien au niveau du CIO pour les athlètes en particulier que pour le COJO. On est en train de vérifier pour le moment du déroulement des Jeux l'implantation d'une permanence au village olympique où logeront les athlètes. Nous avons demandé au CIO, ce qui est nouveau et ce qui ne s'est pas fait dans les précédentes Olympiades, que tout fait signalé ne se contente pas d'une évacuation de l'athlète et du retrait de son accréditation, mais donne lieu à une sanction, à une suite judiciaire dans notre pays. Enfin, il y a évidemment un contrôle d'honorabilité de tous les partenaires, des volontaires. Il y aura 45 000 personnes volontaires qui participeront aux Jeux sans rémunération. Et le COJO est actuellement candidat au label Terrain d'égalité que la ministre a mis en place. Voilà pour la DIJOP, voilà pour le COJO et la Solidéo. Pour terminer brièvement sur la DIGES, c'est une petite structure également, une structure qui varie entre 6 et 8 personnes. Elle est rattachée à la ministre des Sports et puis depuis 2022 à la ministre des Sports et des Jeux. C'est un organisme qui accompagne finalement et apporte un suivi organisationnel à la tenue de grands événements, qui sont parfois des événements de petite taille dans notre pays, mais qui ont une envergure internationale. En 2023, on aura accompagné 34 événements de cette nature, et là aussi avec des exigences de mesures dans le domaine de la lutte contre les violences sexistes, de cellules d'écoute qui a été mise en place auprès du ministère, puisque ces institutions sont hébergées avec la direction des sports, et ça répond au sujet que vous posiez. Et enfin, je mentionne qu'on a eu, vous le savez, une actualité qui se déroule en ce moment avec la Coupe du monde de rugby et avec France 2023, et donc la Fédération française de rugby qui est un des acteurs de ce GIP. Je précise simplement que la Coupe du monde de rugby, suite à un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'éducation et des sports, a donné lieu à la création d'un GIP,
de façon à mieux contrôler le fonctionnement de cette instance, que celui-ci a été créé en mars 2018, qu'il est composé du CNOSF, de l'État et de la Fédération française de rugby, avec là aussi tous les organes de contrôle, comité d'audit, comité d'éthique. Ce que nous avons constaté, c'est effectivement des mauvaises conditions de travail qui ont été signalées dans la presse en 2022, en juin 2022, qui ont conduit à une des réactions immédiates de l'État dans sa fonction de suivi de ce GIP, avec d'une part une saisine de l'inspection du travail. Aucune plainte ne lui avait été signalée, pas davantage au comité d'éthique, pour être très clair. Et très rapidement ensuite, au bout de 2 ou 3 mois, la suspension et puis la révocation pour faute du directeur général, le changement complet de l'équipe de direction, le renforcement des pouvoirs du président du conseil d'administration, M. Rivoal, et une implication très forte de l'État pour veiller au bon achèvement de la mission. Sur ce dossier, vous nous demandiez quelles étaient les suggestions que nous pouvions faire. À l'évidence, l'absence de contrôle externe, comme l'aurait pu le faire la Cour des comptes ou l'Agence française anticorruption, et comme c'est le cas pour les Jeux, par exemple, est certainement un des points de faiblesse, puisque quand le directeur général est suffisamment puissant pour je dirais, bloquer des remontées de signalement, ou en tout cas que ceux-ci ne remontent pas et ne sont pas signalés aux instances prévues à cet effet, on se heurte à ce problème. Dernier moment de mon intervention, c'est l'ANS, pour dire simplement l'Agence nationale du sport et ne pas être long, que depuis 2018, ma responsabilité comme président, et ça permet de faire le lien aussi avec le directeur général qui met en œuvre, c'est de veiller à la bonne montée en charge de l'agence. Elle a été créée par une loi quand même de 2019. Nous sommes en 2023. Les décrets sont sortis en 2020 et 2021. On a accéléré la mise en œuvre de toutes les instances, mise en place toutes les conférences territoriales et les conférences des financeurs, défini les stratégies, aussi bien pour le développement des pratiques que pour la haute performance, et effectivement gérer des programmes qui ont été fortement augmentés par rapport à ceux qui étaient gérés précédemment dans la perspective des Jeux, avec un budget de près de 400 millions d'euros et une gestion qui a été très bien menée par les équipes de l'ANS sous les contrôles de la Cour des comptes et de l'AFA, de la même façon, de l'Agence française anticorruption. Je conclus simplement en indiquant que toutes les instances de comité de déontologie, suivi des règles de déontologie, toutes ces dispositions sont mises en œuvre et que je pense qu'on pourra vous le présenter dans le développement que va faire le directeur général. Merci Madame la Présidente. Et vous comprenez de cette présentation que le rôle de DIJOP, de DIGES, qui est le mien, et dans une certaine mesure la présidence du conseil d'administration, me conduit à être un peu moins précis sur les questions qui sont directement les vôtres, mais à vous montrer la volonté du gouvernement et des hauts fonctionnaires qui exécutent les orientations gouvernementales d'appliquer le maximum d'outils et de contrôle permettant de se prémunir contre ces violences inacceptables. Je vous remercie, Monsieur Cadot. Je vais laisser la parole à ma collègue rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ces propos liminaires. Je vais poser peut-être une question pour commencer, puis ensuite je vous propose qu'on se concentre sur l'ANS pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et peut-être d'être un peu plus court dans vos réponses pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble dans cette audition. Donc peut-être tout d'abord, vous l'avez dit, on charge des grands événements sportifs, et il y en a 2 en France, dont un qui se déroule maintenant et l'autre l'année prochaine. Moi, j'aimerais peut-être vous entendre sur selon vous, quel héritage les grands événements sportifs, tels que la Coupe du monde du rugby ou les Jeux olympiques de Paris 2024, laisseront à la France en termes de féminisation du sport et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. En termes de féminisation, le résultat est d'ores et déjà acquis pour les Jeux, puisque précisément les équipes sont à parité totale pour chacune des équipes olympiques qui seront en compétition lors des Jeux de Paris 2024. Pour la Coupe du monde de rugby, la situation n'est pas la même, à l'évidence, et de ce point de vue, on est dans une tradition du rugby, et il y a une Coupe du monde féminine, il y a une Coupe du monde handi, de rugby fauteuil.
mais effectivement, le schéma n'est pas le même. Enfin, sur les violences, je pense que pour ce qui est des Jeux, cette exigence est très forte, qu'elle guide toutes les décisions qui sont prises, et avec des dispositifs de contrôle qui ont été mis en place, qui sont avérés, et la notoriété des Jeux, leur dimension immédiatement nationale et internationale, fait que je crois que ça accélérera la prise de conscience sur ces sujets qui ont longtemps été sans doute qui n'ont pas été suffisamment mis en avant et du coup n'ont pas permis de redresser des situations, des comportements ou des habitudes, peut-être dans certains cas, qui auraient dû être prises. Et vous le savez, depuis le début de 2022, je dirais, c'est-à-dire la montée en charge de l'organisation des Jeux ou sur d'autres événements, le gouvernement à chaque fois a été d'une très grande rigueur quand des faits ont été signalés